Bienvenue dans cette émission organisée dans le cadre du Festival de la transition écologique et numérique. Une émission où nous parlerons formation et une émission où nous allons sensibiliser aux enjeux de la transition énergétique. Les enjeux nous concernent tous et il va falloir qu'on se prépare à la suite. Sur le plateau, nous avons plusieurs invités pour évoquer tous ces sujets. On commence par vous, Éric Tourde, donc vous êtes délégué emploi et innovation à EDF. Vous êtes également président du campus des métiers et des qualifications Green City. Bonjour. Vous êtes aussi l'une des personnes à l'initiative de ce festival, il me semble. Tout à fait. Monsieur Minguenot, vous êtes le coordonnateur des campus et des métiers et des qualifications à la région académique Bourgogne-Franche-Comté. On y reviendra pour nous expliquer un petit peu ce que c'est, parce que c'est pas toujours très simple à comprendre. Nous avons aussi Laurence Mangenot. Vous êtes directrice de l'ESTP, qui est une école d'ingénieurs orientée vers la construction durable, et vous êtes aussi présidente du campus des métiers et des qualifications Green City. En duplex avec nous, nous avons Alain Dobas, qui est donc le président de la Vallée de l'énergie, un cluster regroupant les acteurs de l'énergie, et Nicolas Gau, qui est directeur du pôle énergie et informatique de l'Université de technologie Belfort-Montbéliard, qui, je crois, vous accueille pour ce duplex. Bonjour à vous deux. Tout à fait. Bonjour. Alors, bonjour. Bonjour, messieurs. Ma première question, elle est pour vous, Éric. La raison d'être d'EDF, c'est... Je la lis parce que c'est long quand même, hein. Je ne l'ai pas apprise par cœur. Construire un avenir énergétique neutre en carbone, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Qu'est-ce que cela implique à votre niveau de délégué emploi et innovation ? Alors, donc, effectivement, vous avez raison, hein. L'enjeu, c'est construire un avenir décarboné, ce qui veut dire apprendre à consommer moins. Et puis surtout, notre production, il va falloir qu'on la décarbone. Alors, qu'est-ce que ça implique pour nous ? Ça implique pour nous, en fait, d'avoir déjà besoin de beaucoup plus de techniciens, de salariés, en fait, qui ont les bonnes compétences pour pouvoir mettre en œuvre cette transition énergétique. Hein. Un des points qui me semble à souligner, c'est l'électrification en fait des sociétés. Hein. Si je prends par exemple le schéma national bas carbone qui fait référence aujourd'hui en France et qui nous dit qu'à 2050, la part d'électricité en France va augmenter. Elle représentera en 2050 à peu près la moitié de notre consommation énergétique. Et cette part d'électricité, même si la consommation globale d'énergie doit diminuer, au sein de cette consommation, la production d'électricité, elle va augmenter. Donc on a un grand challenge. Donc pour moi qui suis délégué emploi, mon objectif c'est finalement m'assurer qu'au sein du territoire, l'offre de formation qui va mettre des jeunes sur le marché du travail réponde bien à nos besoins de compétences, aussi bien en volume qu'en compétences, puisqu'en fait, il y a aussi des mutations technologiques qui vont arriver. Vous faites une transition parfaite. On estime que pour 2050, il y aura 300 000 de nouveaux métiers. Enfin, on aura un besoin de 300 000 emplois nouveaux, donc des nouveaux métiers. Justement, Monsieur Minguenot, je me tourne vers vous, parce que vous coordonnez les campus des métiers et des qualifications. Pourquoi c'est un bon outil, en fait ? Expliquez-nous ce que c'est exactement et ce que ça permet, en quoi ça permet de répondre à ce défi qui est face à nous. Alors un campus est un réseau d'acteurs. Donc l'objectif c'est de mettre autour de la table les organismes de formation au sens très large, c'est-à-dire de niveau de formation de Bac-3 à Bac+8 et dans un contexte de formation tout au long de la vie. De mettre aussi des acteurs économiques autour de la table, donc EDF dans le cadre de Green City par exemple, et puis de mettre des acteurs institutionnels, c'est-à-dire qui sont impliqués dans les processus de formation, mais qui ne sont pas des acteurs de la formation en tant que tels. Pôle emploi, des choses comme ça. Voilà, et on va mettre autour de la table des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, pour promouvoir la voie professionnelle, donc développer les formations technologiques et techniques, amener à lutter contre des stéréotypes de représentation sexuelle des métiers, et ces genres de choses, pour être en mesure d'accompagner les besoins des entreprises à un objectif court et moyen terme. Long terme étant pas très réaliste. Donc un objectif à 5-10 ans est une très bonne chose.
On entend dans votre voix que les filières techniques ont pu être un petit peu délaissées ou qui souffrent d'a priori. Justement, comment vous vous mobilisez pour les rendre un peu plus attractives? Alors, il y a plusieurs façons. Soit on agit de manière très ponctuelle, c'est ce qui se passe là dans le cadre du festival, où on va amener les élèves à découvrir certains métiers, découvrir certaines filières, hein, parce qu'ils n'y pensaient pas, parce qu'ils ne le connaissaient pas, etc. Et puis on a un travail qui est beaucoup plus long avec des outils comme les cordées de la réussite, des outils comme le parcours à venir, hein, des outils comme les classes PTEC, hein, qui sont des outils que l'on déploie sur une longue durée dans la formation. Alors, entre, on va dire, le collège pour semer les graines, et puis arriver jusqu'à former des techniciens supérieurs, voire des ingénieurs. On a combien de campus dans la région? Alors on a 8 campus dans la région, donc 4 de catégorie excellence, hein, ce qui nous place au niveau national comme étant une région très dynamique dans ce domaine-là. Hein, on a l'avantage de pouvoir bénéficier, dans le cadre de l'inter-CMQ bas carbone, hein, de 4 campus qui vont travailler ensemble justement à former et mettre en place des parcours de formation dans un contexte formation tout au long de la vie sur des problématiques qui sont les problématiques de ce festival, à savoir la transition écologique et numérique. Je vous remercie. Laurence Mangeot, je me tourne vers vous. Quand on a échangé pour préparer cette émission, vous m'aviez dit que vous étiez installé dans un bâtiment exemplaire qui était lui-même un outil, et vous m'avez utilisé le mot bac à sable. Alors forcément, tout journaliste que je suis, ça a tilté, c'est le sens de la formule, quoi. Ce qui m'a plu, en fait, c'était tout votre discours sur la pédagogie par le projet. Pourquoi c'est si important aujourd'hui de s'orienter vers cette dynamique pour former les étudiants, en l'occurrence parce que vous êtes dans l'enseignement supérieur? En fait, la première chose, c'est que les étudiants aujourd'hui et les jeunes en général, ils sont en quête de sens et ils ont besoin de comprendre finalement comment relier des connaissances un peu théoriques à une compétence beaucoup plus pratique. Et donc la seule façon de le faire dans les cursus de formation, c'est qu'on ne soit plus dans des modalités pédagogiques un peu, qui existent toujours, mais plutôt descendantes, où on transmet un message, mais plutôt on place les interactions, les échanges au cœur du dispositif. Et donc une des applications, c'est finalement de s'appuyer sur des projets qui vont servir de fil rouge tout au long d'un module de formation ou tout au long d'une année de formation. Des projets qui ne sont plus des cas pratiques qu'on a imaginés dans notre tête, mais plutôt des cas réels de territoire. Donc je vais prendre 2 exemples à Dijon. C'est le projet par exemple On Dijon, de projet de ville intelligente et durable. Et puis également le projet Response de quartier énergie positive. Donc c'est des projets qui sont portés par Dijon Métropole, qui sont très ambitieux, qui montrent en fait ce vers quoi on tend et comment on peut imaginer, ce qu'on peut faire pour mieux construire en fait et imaginer les villes de demain. Et donc nos étudiants, alors si je prends par exemple les étudiants de l'ESTP qui sont de futurs ingénieurs, mais c'est vrai aussi pour d'autres étudiants, pour d'autres même des collégiens ou des lycéens, on les fait travailler sur ces projets-là pour finalement les faire réagir, leur permettre aussi peut-être de proposer des solutions pour ces projets-là et puis imaginer comment faire mieux dans le futur. Et vous parliez du campus par exemple qui est un bac à sable. Ce campus, le campus de l'ESTP, donc il est basé sur le campus universitaire à Dijon, il est tout neuf, il se veut exemplaire d'un point de vue énergétique, d'un point de vue numérique et puis d'un point de vue environnemental. Mais en fait, même si c'est son ambition, la réalité forcément, on a toujours mieux à faire. Et en fait, aujourd'hui, nos étudiants, on les fait travailler sur le bâtiment, sur des données, sur un jumeau numérique du bâtiment, pour finalement qu'à la fin, ils nous disent on aurait pu encore mieux faire. C'est-à-dire que ça, c'est bien, mais dans le futur, on pourra encore mieux faire pour telle et telle raison. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, le réel devient un vrai bac à sable pour l'enseignement et pour la recherche. C'est quoi le poids aujourd'hui du TP et des bâtiments dans le dérèglement climatique? En fait, on a un peu une idée de ce que ça représente, parce que c'est pas souvent ça qui est cité comme exemple de ce qui doit changer. Alors il y a quelques chiffres. Si je prends l'exemple de la ville, par exemple, la ville, donc dans la ville, il n'y a pas que la partie bâtiment, mais c'est 70% des émissions. Le bâtiment, c'est à peu près 30%. Donc ça veut dire que c'est quand même des chiffres qui sont assez forts. Et donc nous, aujourd'hui, on ne peut plus former nos ingénieurs comme on les formait avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dimensions de transition écologique et numérique, c'est plus un petit module de formation parmi les autres. Ça devient finalement le fil rouge en fait, de la formation, et ça a infusé et ça concerne tous les modules de formation. Et là, je parle des ingénieurs parce que c'est ceux qu'on forme à l'ESTP. Mais si je me place à l'échelle du CMQ et pour l'ensemble des jeunes, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, il y a des fresques du climat qui sont animées au sein du lycée Charles de Gaulle. C'est des lycéens qui vont les suivre. Et en fait, eux, c'est pareil, ça fait partie finalement des modules un peu structurants et puis qui sont transverses à l'ensemble des compétences. J'ai envie de partir à Belfort avec vous, Nicolas Gau, parce que ça fait beaucoup d'écho avec l'UTBM, ce que j'ai pu entendre avec Laurence Mangenot. Je voulais vous faire rebondir sur la consultation que met en place l'UTBM pour ses futures formations en 2023 et justement toute cette dynamique. Vous m'avez évoqué les concepts d'ingénieur soutenable, de dynamique de projet, de transversalité aussi. On est exactement sur la même qui a pu être décrite par Laurence, c'est-à-dire mettre la pratique donc au centre des enseignements autour de la durabilité et de la soutenabilité. Et aujourd'hui, on est en position d'accélérer en 2023, à l'occasion donc de notre entrée à la signature de l'accord de Grenoble en janvier 2023. Eh bien, il y a toute une série d'actions qui vont se déclencher, et notamment donc de manière transversale, c'est-à-dire augmenter la part dans nos formations donc, de ces aspects pratiques liés à la durabilité. Aujourd'hui, c'est à peu près 15% de l'ensemble de nos volumes de formation qui adressent en fait les problématiques de l'ingénierie soutenable. L'idée, c'est d'aller plus loin et d'exploiter effectivement un certain nombre de projets qu'on peut mener avec les collectivités territoriales, à l'image de Belfort Istart par exemple, ou la rénovation en fait du site sur lequel est notre campus belfortain est lui-même aussi un sujet à la fois pour les chercheurs, mais aussi pour nos étudiants. Et on se sert de ça comme base aussi pour lancer justement une grande consultation avec nos étudiants pour réfléchir à ce que sera l'avenir en fait du métier d'ingénieur. Quel est l'ingénieur en 2030? Comment ces problématiques seront véritablement imprégnées pour justement tracer une direction de moyen terme qui doit en fait donner un cap pour guider et fédérer en fait toutes les actions qu'on peut déjà mener aujourd'hui. Quand je vous écoute tous les deux, j'ai un sentiment fort, c'est que la demande, elle vient du bas, des étudiants eux-mêmes qui veulent prendre en main la suite, mais surtout qui demandent des changements pour la conduite de ces formations. Vous en pensez quoi, Nicolas ? C'est le cas. Alors, historiquement, ce sont des thématiques qui, dans les universités, étaient développées. La différence aujourd'hui, je dirais que c'est son périmètre, sa partie transversale et son importance de plus en plus prégnante au niveau sociétal. Mais c'est sûr qu'on est tiré par une demande de plus en plus croissante de nos étudiants qui s'attendent à trouver une part très importante dans leur formation liée à ces problématiques-là, et véritablement des formations qui doivent être en capacité de leur fournir des solutions concrètes dans leur métier pour adresser les problématiques de la soutenabilité. Plus simplement un discours de sensibilisation, mais véritablement un plan d'action et des manuels concrets pour leur mise en œuvre. Merci Nicolas. Avant de poursuivre, je vous propose de regarder un témoignage autour du campus des métiers et des qualifications ITIP, donc au Creusot. Et ce témoignage portera aussi sur les vrais métiers d'ici, donc qui est un jeu de sensibilisation. Je vous propose de regarder maintenant. Bonjour, le campus des métiers et des qualifications d'excellence ITIP, Industrie technologique innovante et performante, a pour mission de faire le lien entre le secteur académique, les collèges, lycées, universités et le secteur économique, sur le territoire du Creusot-Monceau et sur tout le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, principalement dans la filière de l'industrie 4.0. Dans le cadre du Festival de la transition écologique et numérique, des étudiants de l'IUT du Creusot ont développé une version transition du jeu Les vrais métiers d'ici pour faire découvrir les métiers de la transition. Le jeu Les vrais métiers d'ici a été développé par l'équipe du CMQ ITIP dans le cadre d'un appel à projet du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté pour faire découvrir les métiers en tension dans la filière industrielle. Bonjour, donc je m'appelle Sophie Nectou et j'ai 20 ans. Je suis actuellement étudiante en licence SIP Smart Innovative Project à l'IUT du Creusot, mais également alternante au sein du CMQ ITIP Campus des métiers et des qualifications. Bonjour, je m'appelle Fabien Lacroix, j'ai 18 ans, je suis étudiant au sein de l'IUT du Creusot et j'ai participé au développement du jeu. Le but de la licence SIP est d'avoir un projet en tête, de le créer et de réussir à le monter tout en montant en compétences. En fait, il y avait déjà un ancien plateau sur un ancien jeu qu'on avait fait
et qu'on avait joué à la nef du Creusot. Les vrais métiers d'ici version transition est un jeu qui a été créé en collaboration avec plusieurs étudiants de différentes filières. Le jeu sert à faire réagir les personnes sur la transition écologique et numérique. Les vrais métiers d'ici version transition est un plateau de jeu traditionnel qui comporte un dé et un signe des pions. C'est un jeu qui se joue en équipe, il comporte des cases de challenge et surprise et il permet de découvrir les métiers de la transition. Quand on a joué au jeu, il était plutôt sympathique et surtout amusant. On est donc de retour sur ce plateau pour discuter transition écologique et formation avec Éric Tourde d'EDF, Michel Minguenot de la région académique Bourgogne-Franche-Comté. J'ai toujours du mal avec cette notion de région académique Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes pas le seul. Ah, je ne suis pas le seul, ça ne m'étonne pas. Laurence Mangenot donc, de l'école d'ingénieurs ESTP. Et en duplex avec nous, Alain Daubas et Nicolas Gau. Justement, je retourne à Belfort. J'aime bien Belfort, je suis désolé. Alain Daubas, je voulais échanger avec vous parce qu'on a beaucoup parlé au début de la table ronde des réseaux. Et justement, vous êtes donc président de la Vallée de l'Énergie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est très, très brièvement la Vallée de l'Énergie et justement l'importance des réseaux pour répondre à ces défis de la transition écologique? Oui, eh bien, la Vallée de l'Énergie, c'est une association qui regroupe des industriels et le monde académique dans le Nord-Franche-Comté. En fait, on est au cœur d'un écosystème, hein, c'est un peu comme ça qu'on dit aujourd'hui, un écosystème qui est constitué autour de la filière énergie, la filière des énergies, dans laquelle travaillent à peu près 200 entreprises dans le Nord-Franche-Comté et qui réalisent à peu près 3 à 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, donc c'est considérable, donc une part importante à l'export. Et en fait, cette filière énergie, qui a des compétences très pointues, très précises et très fortes, elle est très peu connue. Alors que, évidemment, si on parle Nord-Franche-Comté, vous allez me citer l'automobile. Eh bien, en fait, la filière énergie, elle est à peu près équivalente à celle de l'automobile. Voilà, donc il y a un gros travail, comme l'a dit Éric tout à l'heure. Hein, il y a un salarié sur deux il y a des besoins très importants pour les emplois de la transition énergétique. La Vallée de l'Énergie, elle est positionnée sur cet enjeu-là. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les industriels d'aujourd'hui s'orientent vers ces nouvelles technologies qui vont permettre de répondre aux enjeux de la transition énergétique et donc d'une production d'énergie bas carbone. Et on est là, finalement, dans ce rôle-là, sur le Nord-Franche-Comté, avec ce festival. Et vous avez senti un appel, quand vous êtes lancé dans ce festival avec la vallée, qu'on vous suivait derrière? Bah écoutez, oui, le résultat est, le résultat qui s'annonce, hein, les événements qui s'annoncent et qui d'ailleurs ont en partie commencé, sont plutôt positifs, puisque pour cette première édition dans le Nord-Franche-Comté, on a réussi à organiser 14 événements qui vont rassembler entre 1500 et 2000 personnes avec une quinzaine de partenaires, une vingtaine de partenaires. Donc oui, c'est tout à fait significatif et je suis très, très content que le territoire ait répondu sur cet enjeu. C'est un enjeu qui est compris dans le territoire. Et donc, il y a une vraie mobilisation des acteurs, dont l'UTBM à mes côtés, évidemment, qui participe avec plusieurs événements à ce programme du Nord-Franche-Comté. Oui, on a notamment des lycéens qui ont pu découvrir les voitures électriques, hein, les tester, comprendre leur fonctionnement, l'enjeu, pourquoi elles viennent, pourquoi elles sont une partie de la solution et tout ça, il me semble. Hein, c'est bien ça. Oui, il y a des événements là-dessus. Il y a également des conférences. Il y a également un village proposé par l'UTBM pour accueillir les étudiants et montrer les formations, les réalisations qui seront faites par les étudiants. Il y a également des visites de bâtiments, comment dire, en construction durable. Du côté de Montbéliard, voilà, il y a une plateforme d'un lycée Mandela à Audincourt, plateforme autour du bâtiment là aussi et des techniques de construction écologique qui va être dévoilée ce soir même.
Voilà, il y a tout un tas d'événements autour de cette transition sur l'énergie et dans toutes ses formes. Alors, Dans toutes réseau, ses applications. merci Alain. Réseau, je veux rebondir avec vous, Laurence, sur l'importance aussi qu'ont les actions de sensibilisation qu'on a pu voir au lycée Charles de Gaulle tout à l'heure ou qu'a pu énumérer Alain Daubas dans le Nord-Franche-Comté. Quel est le poids aussi de ces actions de sensibilisation sur votre filière et sur en fait ce réseau qui est en train de se constituer? Pourquoi c'est si important aussi finalement, pas que pour les jeunes? En fait, c'est important pour tout le monde. C'est-à-dire que pour les jeunes aujourd'hui, ce qui nous importe, alors évidemment, on souhaite préparer les compétences de demain, donc on souhaite aussi leur présenter les métiers parce qu'il y a un intérêt pour le territoire, j'y reviendrai. Mais la première chose pour les jeunes, c'est qu'ils fassent des choix qui soient éclairés, des choix qui soient par définition choisis et non pas subis. C'est-à-dire que les choix d'orientation, c'est quelque chose qui est important et aujourd'hui, les métiers sont peu connus, donc parfois ils s'y orientent un peu par défaut et donc n'y ont pas l'engagement qu'il faudrait y mettre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi un enjeu qui est crucial pour les entreprises, c'est qu'on les accompagne aussi pour qu'elles finalement elles recrutent mieux et qu'elles comprennent que cette nouvelle génération elle est différente de la précédente et que du coup il faut embaucher et recruter différemment de ce qu'on faisait avant. Et puis il y a un enjeu pour le territoire, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui si on ne se transforme pas, derrière on ne pourra pas adresser toutes les questions qu'on est en train d'aborder. Donc en fait c'est fondamental finalement à tous les niveaux, c'est-à-dire pour les étudiants, pour les futurs étudiants, pour les futurs collaborateurs, pour qu'ils aient un métier dans lequel ils s'épanouissent et qu'ils répondent aux besoins, pour les entreprises parce que sinon elles ne se développeront pas et qu'elles ne pourront pas répondre aux besoins, des territoires qui du coup, et quand je dis territoire c'est la ville, la région, le pays et même au niveau international c'est la même chose en fait, on se pose tous ces mêmes questions-là. Alors, on a entendu tout à l'heure plusieurs fois le nom de grands donneurs d'ordre, mais est-ce qu'on arrive à aller aussi au niveau des PME, des ETI? Je pense à eux tout simplement parce que souvent ce sont des chefs d'entreprise qui ont la tête dans le guidon, c'est déjà pas forcément toujours simple au quotidien. Et là, ils ont un défi énorme face à eux. Comment on arrive à les emmener avec nous et qui profitent de la force du collectif finalement? C'est un des enjeux. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas forcément simple aujourd'hui dans un contexte qui est compliqué et qui font que je dirais que les projets au quotidien sont très chronophages et qu'en fait les entreprises elles ont du mal à sortir effectivement la tête de l'eau pour prendre un peu de recul et penser déjà à la suite. Alors évidemment, elles essayent de le faire, mais ce n'est pas forcément évident. C'est notre rôle à nous de les emmener. Notre rôle aussi, et c'est un des enjeux du CMQ, c'est de montrer que c'est un réseau qui est efficace et ce n'est pas juste un réseau qui se positionne comme étant un réseau en disant on va travailler ensemble mais on ne fait rien. Donc on essaye vraiment de s'appuyer sur des projets concrets de territoire pour que finalement les entreprises y trouvent un intérêt très court terme. Donc par exemple, quand on leur demande d'accueillir une classe de 3e pour parler des métiers, pour sensibiliser des jeunes, on va aussi les mettre en contact avec des étudiants, des jeunes qui sont en BTS ou en école d'ingénieur pour qu'ils puissent aussi recruter assez rapidement des stagiaires et des futurs collaborateurs. Donc pour les entreprises, la clé, c'est que quand même il y a aussi un impact court terme et c'est normal parce qu'elles ont des questions très court terme à traiter et donc il faut trouver cette espèce d'équilibre où on construit le moyen terme et le long terme et en même temps on répond à des questions court terme. Dites-moi Eric, vous voulez intervenir, c'est une très bonne idée. Non mais effectivement, je veux dire, il faut arriver, aujourd'hui on fait face à un sujet qui est systémique, qui est la question du changement climatique, pour lequel on a une multitude de sujets abordés, dont la question des compétences. Et puis effectivement, pour répondre à votre question, c'est-à-dire comment on laisse personne sur le bord de la route, c'est parce qu'on va construire des écosystèmes. Voilà, Vallée de l'Énergie est un écosystème, Alain l'a dit tout à l'heure. Les campus sont des écosystèmes qui permettent de mettre les gens en réseau. On voit bien que finalement, c'est aussi des modalités différentes de travail entre les parties prenantes d'un territoire qui est en train de se dessiner. C'est-à-dire que maintenant, en fait, il faut aller vite. La transition va très vite. Et on a parfois, les moyens sont parfois à la baisse. Je veux dire, on a toujours un peu moins de budget dans les différents silos. Donc le travail en silo, entre guillemets, j'ai envie de dire, ça va plus suffire, quoi. Donc c'est maintenant qu'il faut faire du travail horizontal et mettre en réseau pour que les petites PME qui vont peut-être pas forcément avoir les reins suffisamment solides pour aller intégrer des nouvelles technologies, quand elles sont dans un réseau, elles vont pouvoir bénéficier de l'effet de masse. On va chasser en meute pour aller ensemble. Et les projets qui ont été cités, le projet Response est un projet qui réunit des startups, des grands groupes. Il y a le projet eStart à Belfort également. Et puis le festival aussi, qui réunit tout un parterre de partenaires, 26. Donc je crois que c'est ça le point à avoir en tête, c'est la construction des écosystèmes locaux pour faire face à ça. Cette transition qui s'engage, elle a deux paramètres importants, vous l'avez dit, c'est la rapidité du changement, on n'a pas de temps finalement.
où tout le temps qu'on perd, c'est autant de choses qu'on devra gérer derrière. Et aussi le fait qu'elle va se baser notamment, et c'est pour ça que je me tourne vers vous, Monsieur Magno, vers les formations professionnelles qui sont l'avenir finalement aussi de ces futurs métiers. Et pourtant, c'est une filière qui a été un peu malmenée ces dernières années, sur l'orientation, un peu victime de beaucoup d'a priori. Vous, à la région académique, vous avez notamment le travail autour des cartes de formation. Alors justement, j'aimerais bien vous entendre un petit peu là-dessus, parce que c'est un sacré défi, mieux adapter les formations, quoi. Tout à fait. Et les campus sont des acteurs, je dirais, principaux de cette notion, dans le sens où on va essayer de mettre en adéquation les besoins qui ont émergé au niveau des entreprises et des filières de formation que l'on va développer. Alors, on le voit bien, on peut avoir des approches qui peuvent être purement conjoncturelles, hein, dans un contexte de formation tout au long de la vie, où on va mettre en place, on fait uniquement des actions de formation continue, qui va permettre de faire monter en compétence les personnels d'entreprise, ce qui sera une façon de répondre à un besoin très, très ponctuel. Et puis à côté de ça, il faut réfléchir de manière beaucoup plus globale, avec l'émergence de nouveaux métiers, l'émergence de nouvelles compétences à acquérir, et donc là par contre mettre en place des cursus de formation beaucoup plus importants. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a un élève qui fait un CAP et qui finit avec un BTS, il s'écoule 5 ans. Et ça, c'est incompressible en termes de durée. Donc on voit bien que pour certaines actions, comme actuellement les besoins qui sont en train d'émerger dans la filière de la transition écologique, eh ben, il va falloir faire un travail aussi bien structurel que conjoncturel. Et la carte des formations a pour objectif justement d'amener les colorations de formation, d'amener les nouvelles formations en adéquation avec les besoins qui ont émergé dans les entreprises. Par exemple, l'hydrogène dans le Nord-Franche-Comté, le nucléaire dans le secteur du Creusot, on peut être autour de la ville intelligente à Dijon, il y a des choses autour de la santé. Du solaire, de l'éolien, de la construction en tant que telle, pour qu'un bâtiment soit énergétiquement correct, etc. Alors, on peut essayer de convaincre les élèves de prendre de choisir ces formations, c'est toutes les actions qui sont menées notamment dans le cadre de ce festival. Mais vous m'aviez alerté sur un phénomène important que je n'avais pas du tout appréhendé, c'est celui de convaincre les parents, en fait. Oui, c'est là l'un des problèmes majeurs, parce qu'on sait très bien qu'au niveau des premières orientations, c'est-à-dire classe de 3e, les parents sont des prescripteurs très importants en termes de formation. Et donc le problème, c'est d'atteindre les parents. Si les enfants sont accessibles au travers du collège et du lycée, atteindre les parents est beaucoup plus difficile. Et les convaincre qu'effectivement, on peut avoir des filières très très intéressantes dans l'aspect technique. On sait que le passe ton bac d'abord, et si possible en voie générale, est toujours présent et malheureusement pose des problèmes. Parce que les enfants ne sont pas forcément demandeurs de ça, alors qu'il existe des formations dans le monde professionnel qui leur correspondraient bien mieux et qui leur permettraient de s'épanouir et d'être sûrs d'avoir des emplois à la sortie. Il y a aussi l'enjeu de réussir à leur présenter tout le spectre des métiers qui existeraient. Si ma mémoire est bonne, on m'évoquait à la rentrée là que la majorité des élèves n'avaient pas plus de 20 métiers dans leur spectre en connaissance. Donc en fait, il y a un vrai défi. Tout à fait, mais on ne peut pas leur reprocher de ne pas connaître le monde de l'entreprise compte tenu du fait qu'ils sont jeunes. Et donc par voie de conséquence, ils ont une vision, pour peu que dans la sphère familiale, il n'y ait pas cette ouverture, et clairement, il va falloir les amener. Et les cordées de la réussite sont par exemple un outil pour lequel on va amener les élèves à découvrir un ensemble d'entreprises, un ensemble de métiers auxquels ils n'auraient éventuellement pas pensé, parce qu'ils ne savaient même pas que ça pouvait exister. On voit bien l'enjeu en fait de la connaissance et de l'interconnaissance de l'entreprise et des écoles. On voit bien avec le STP, on le voit bien avec l'UTBM, qu'il y a quelque chose d'institutionnalisé dans les liens entre l'école et le monde de l'entreprise. Mais est-ce qu'on l'a ça dans les lycées ou dans les collèges, cette proximité? Les écoles d'ingénieurs sont depuis
des lustres couplés avec le monde de l'entreprise. Ça, c'est bien connu. Les universités sont en train d'avancer dans ce domaine-là. Les lycées professionnels ont aussi une ouverture vers le monde professionnel et économique parce que c'est leur raison d'être. Hein. Mais il est vrai que dans les collèges, qui sont des structures plus généralistes, hein, l'entreprise n'est pas encore un partenaire. Et les campus ont pour objectif de mettre autour de la table, justement, l'outil de formation et le monde économique pour pouvoir planter les bonnes graines au bon moment, c'est-à-dire collège et puis début de lycée, pour que effectivement les gens se sentent concernés par ce type de filière et aient envie d'aller dans ce type de filière. Vous voulez réagir à Belfort sur un propos que vous avez pu entendre? Ouais, je peux que acquiescer, hein. Aujourd'hui, en fait, effectivement, c'est ce consortium, on va dire, entre entreprises, universités, écoles et collectivités locales, en fait, cette capacité, en fait, à créer un consortium homogène pour aller chercher des projets ensemble qui constitueront, en fait, les plateformes technologiques de demain comme support à l'enseignement pratique et concret, en fait, qui aujourd'hui a déjà démontré que ça fonctionne bien dans beaucoup de domaines et qui est probablement à généraliser et à essayer de faire descendre dans les niveaux pour adresser des candidats qui sont plus jeunes, en fait. Aujourd'hui, on l'a dit, ça marche plutôt bien dans les écoles d'ingénieurs. C'est le support à justement la mise en œuvre des enseignements de manière pratique et en particulier avec la problématique des transitions. Aujourd'hui, il faut ouvrir ce type de plateforme vers un public plus jeune pour les sensibiliser plus tôt et garantir qu'on aura demain encore des candidats qui auront envie de faire de l'ingénierie, de s'investir dans les filières techniques, puisque c'est clair, aujourd'hui on voit une baisse de candidats dans ces filières scientifiques et techniques de manière générale, alors qu'on a une demande qui est au contraire plutôt en explosion du côté des industriels. Éric Tourte, je vous ai vu lever la main. Vous êtes. Non, mais du coup, je voulais réagir à ce que disait Nicolas quand il parle d'envie, parce que je crois que c'est vraiment une question qui est au cœur du sujet, qui a été abordée tout à l'heure, c'est l'attractivité. Il faut donner envie, en fait, finalement, aux jeunes de revenir vers des filières techniques qui ont peut-être subi une image un peu péjorative ces dernières années, c'est-à-dire si tu as des bonnes notes, ben, ne va pas en technique. Et ben, finalement, c'est ça qu'il faut qu'on challenge aujourd'hui, parce qu'on a besoin de métiers de première ligne pour mettre en œuvre la transition. Et c'est vraiment l'essence du festival. L'essence, c'est ça, c'est de dire bah, finalement, ce qu'on sait que les jeunes ils sont réceptifs aux questions climatiques, et de coupler la question de parler des enjeux de la transition, du changement climatique, les impacts, les causes, eh ben, c'est bien aussi d'aller un peu plus loin, ce qu'on fait pour cette seconde édition, en proposant en fait une manière d'agir. Et en fait, finalement, c'est ça l'essence de ce festival, c'est de dire, bah voilà, on peut aussi donner envie aux jeunes de revenir vers des filières techniques en leur disant, bah voilà, si vous avez envie au quotidien d'œuvrer pour mettre en œuvre la transition et décarboner les sociétés, eh ben, les métiers techniques vont pouvoir permettre de le faire. Et c'est une manière un peu nouvelle, finalement, de revaloriser ces filières techniques dont on parlait tout à l'heure. Donc la question de l'attractivité, elle est au cœur du sujet si on veut pouvoir produire davantage de compétences au bon nombre, au juste nombre, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, la marche, elle est très importante. Immense, oui. Justement, l'attractivité, on a beaucoup parlé ces derniers mois de l'apprentissage. Est-ce que c'est l'un des leviers sur lequel s'appuyer? Parce qu'on a ici des entreprises comme EDF, on a aussi des clusters, des écoles, vous représentez aussi le monde enseignant. Donc, est-ce que l'apprentissage peut être une vraie voie pour valoriser ces filières aussi? Tout à fait. On a mis vraiment beaucoup de temps en France à rentrer dans cette philosophie. Alors peut-être pour des raisons purement idéologiques, de structuration par les diplômes, etc. Et coupler l'apprentissage, non pas dans un établissement, mais aussi dans le monde de l'entreprise, c'est une façon d'apprendre et qui peut parfaitement convenir à certaines personnes. De même que l'apprentissage, on va dire, classique,
ne peut ne pas convenir. Il faut pouvoir offrir différentes alternatives pédagogiques et à ce niveau-là, l'apprentissage est une bonne alternative. Alors, il faut aussi dire que l'apprentissage, c'est bien, mais il ne faut pas sous-estimer aussi côté entreprise que le tuteur d'entreprise a un rôle. Et ce rôle-là, c'est aussi être capable de transmettre, parce qu'on peut très bien avoir une parfaite maîtrise du geste technique, mais la transmission, c'est autre chose. Voilà, donc il faut ne pas sous-estimer aussi cet aspect-là dans le contexte de l'apprentissage. Dans ce cadre-là, les campus des métiers et des qualifications, j'ai beaucoup entendu le mot CMQ aujourd'hui, c'est un défaut. Vous pouvez justement être prescripteur sur cette dynamique d'accompagnement que pointe du doigt M. Magno. Tout à fait, d'autant que les CMQ ils ont pour vocation de créer un lien en fait finalement du niveau 3e, seconde jusqu'au niveau doctorat. Donc en fait cette notion de perspective et de se dire qu'effectivement il y a plusieurs niveaux et une évolution potentielle, plusieurs briques qu'on peut empiler pour acquérir des compétences. Et si on revient sur l'apprentissage, en fait aujourd'hui l'apprentissage, on n'a pas toujours en tête que justement ça concerne l'ensemble de ces niveaux. C'est-à-dire qu'on peut être apprenti en CAP, en bac pro, en BTS, on peut être apprenti aussi en école d'ingénieur, ça se développe de plus en plus. Alors quand même pour la petite histoire, en école d'ingénieur ça existe quand même depuis une quarantaine d'années. D'ailleurs la première formation d'ingénieur par apprentissage elle était en Bourgogne, c'était à Auxerre. Et en fait, ça se développe beaucoup dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de management aussi, parce que ce n'est pas que le geste technique, c'est la connaissance du monde de l'entreprise. Et ça veut dire que non seulement on va acquérir des compétences pendant la formation, mais en plus une maturité professionnelle qui va faire qu'en arrivant en entreprise, on a déjà un peu compris les clés principales du fonctionnement et donc on est tout de suite beaucoup plus opérationnel et surtout on peut faire des choix toujours pareil, c'est une expression que j'utilise souvent, mais des choix beaucoup plus éclairés puisque finalement on a testé différentes choses et donc on commence à mieux comprendre ce qu'on aime moins et donc on fait des choix qui nous conviennent mieux et dans lesquels on est plus engagé et meilleur tout simplement. Je me tourne vers nos invités présents à Belfort. On n'arrive pas loin du terme de cette émission, ça fait déjà plus d'une demi-heure que nous parlons. Est-ce que vous vouliez réagir à un propos sur les derniers échanges en plateau? Alain, peut-être? Alors oui, simplement, effectivement, pour se rendre compte un petit peu des besoins de ces filières énergie, je pourrais rappeler qu'un salarié sur deux qui travaillera en 2030 dans le nucléaire n'est pas encore dans cette filière aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a des besoins qui sont effectivement considérables. On va dire que si la France réalise son programme nucléaire tel que l'État l'a prévu, on va doubler le nombre d'emplois à peu près dans le nucléaire d'ici quelques années. Donc il y a un effort énorme et je crois que en fait on parle de transition énergétique, mais c'est aussi en fait une forme de révolution parce que effectivement les techniques, les projets sont complètement nouveaux et l'éducation et l'enseignement, on l'a vu à travers les différents propos qui ont été échangés et les freins qui sont à lever, qui sont très importants, qui appartiennent au passé, eh bien, il nous applique un retournement complet par rapport aux perspectives qu'on avait encore il y a quelques années. Donc il y a énormément de travail, mais je crois que comme l'a dit Eric, il faut travailler en réseau, il faut travailler aussi sur la finalité. L'intérêt je pense qu'il faut moins parler de filières, de métiers techniques que de finalité sur la transition écologique et pour contribuer à relever le défi du changement climatique et à travers ces métiers. De toute manière, quand on est électricien, travailler en réseau, on sait faire, non? C'est vrai. Oui. Ouais, mais sous tension, c'est difficile. Voilà, c'est ça. Sous Mais tension, on est sous tension. Sous tension, ça demande certaines qualifications. J'aimerais terminer avec vous, Michel Magno. Je me tourne vers vous. En ayant écouté pas mal de discours ces derniers temps sur ce festival, j'avais envie de vous proposer un résumé des enjeux du festival de la transition écologique et numérique, sensibiliser aujourd'hui pour recruter demain. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout à fait l'objectif. On sème des graines, on sait très bien que ça va prendre du temps. Les objectifs sont éventuellement quantitatifs très court terme.
tant d'élèves concernés, etc., etc. Mais en fait, ce que l'on va voir, c'est dans la durée, et ce festival se met dans la durée. Hein. Et donc, ça débouche sur la 3e édition. Ah bah oui, vous me tendez le bâton pour que je vous pose la question. Une 3e édition alors? Ah bah à partir du moment où tous les partenaires sont convaincus de l'utilité de la chose, bien évidemment, ça s'impose. Eric, un petit mot également sur cette 3e édition avec ses partenaires? Je ne peux que rebondir sur ce que dit Michel. Je crois qu'on tient quelque chose avec cette ouverture vers les métiers de la transition. Et donc du coup, je crois que voilà, on est déjà très heureux de la tenue de cette 2e édition, hein, avec des impacts importants. Et puis, évidemment, je crois qu'on va tous avoir très envie de préparer rapidement une saison 3. Je vous remercie tous. Je vous rappelle que le festival va sensibiliser à peu près 4000 personnes pendant toutes ces semaines. Donc ce n'est quand même pas rien, qu'il a rassemblé 26 partenaires. Donc on voit que la mayonnaise prend. Merci à Belfort pour vos interventions. Une chose qu'on peut voir, c'est que le défi il est immense. La sensibilisation elle est importante. Mais il y a quelque chose qui me marque chez vous tous, c'est que vous ne manquez pas d'enthousiasme en fait. Merci beaucoup. À bientôt.